Écosse 18, France 17, il s'en est fallu d'un point pour le 15 de France. Les tricolores sont maintenant condamnés à battre l'équipe d'Irlande. Une escadre mobilisée au large du Sud-Yémen, des navires de toute nationalité évacuent les étrangers alors que les combats ont repris à Aden. Un résultat très décevant pour le commerce extérieur, 24 milliards de francs de déficit pour 1985. Et puis le rendez-vous de ce samedi, juste après ce journal, le retour de Champs-Élysées et de Michel Drucker. Madame, Monsieur, bonsoir. La France et l'Écosse sont à égalité ce soir dans le tournoi des 5 nations depuis le début de cette épreuve, 27 victoires partout. Celle d'aujourd'hui est revenue à l'Écosse pour ce match d'ouverture, 18 à 17. Il manquait un point, un tout petit point, pour que la France s'imposât et c'est dommage car les tricolores ont bien été les seuls cet après-midi à avoir la balle en main. Les Écossais, quant à eux, se sont contentés de nos pénalités. Il y en a eu 6, ce qui fait 18 points. Eh bien, c'était trop. Lionel Chamoulot. Voici dans son intégralité le début du match. Atkins donne le coup d'envoi. Son ballon va directement en touche. Dans ces cas-là, généralement, une mêlée se joue au centre du terrain. Mais au bas de l'écran, on ne le voit pas, les trois quarts français décident, eux, de jouer rapidement une touche à la main et l'on retrouve Berbizier qui file à l'essai. Les Écossais n'ont rien vu, vous non plus, la France mène 4 à 0. 10 minutes plus tard, commence le festival Gavin Atkins. Une première pénalité, 4 à 3. Puis une deuxième, l'Écosse mène 6-4. Laporte permet aux Français de repasser devant, 7-6. Mais Atkins fête dignement sa première sélection à la pause. Les Écossais, à coups de pied, mènent 12-7. Les Britanniques ont inventé le football rugby. Et nous, je crois qu'on joue au rugby. Et qu'ils savent toujours jouer au football rugby. Une nuance que l'on vérifie à la 57e minute alors que l'Écosse mène 15 à 10. Les Français savent jouer à la main, puisqu'au terme de l'action, c'est là, lancé par Blanco, marque. 2 essais pour la France, mais pas de victoire. Les raisons, un arbitre pointilleux et une avalanche de pénalités contre les Bleus. 23 sur 33 sifflés. Alors question, les Français sont-ils capables de gagner un match contre les Britanniques s'ils ne s'adaptent pas ou si le règlement ne change pas? Je crois qu'à l'heure présente, il est temps, d'une part, de changer les règles de la façon suivante. Si aujourd'hui, nous avions modifié la valeur des points, c'est-à-dire des coups de pied de pénalité, si j'avais eu 2 points, pour toute infraction au règlement, c'est-à-dire les fautes, disons, qui se transformaient par un coup de pied franc, et si nous avions maintenu 3 points pour tout ce qui est la brutalité, la France aurait gagné. Eh oui, seulement voilà le règlement. Et le règlement, les Français l'ont de nouveau appris à leurs dépens. Résultat, une défaite d'1 point, 18-17, 18 points d'Atkins. Les Bleus se sont battus eux-mêmes. Prochain adversaire, l'Irlande, dans 15 jours. Oui, pas le droit à l'erreur. Les combats ont repris à Aden, au Sud-Yémen, déchirés par une guerre de clans. Voici maintenant 5 jours que les affrontements se poursuivent entre partisans et opposants du président Mohamed, avec un souci maintenant, évacuer vite et bien les étrangers qui vivent dans ce pays. Du coup, une véritable escadre internationale mouille au large de la capitale, des navires de tout pays qui participent donc à cette opération. Parmi eux, il y a même le yacht de la reine d'Angleterre, le Britannia, qui a pris 400 personnes à son bord. Le point avec Pierre Serra. Les combats qui font rage à Aden, où se déroule depuis 5 jours une véritable guerre civile, donnent lieu à une vaste opération d'évacuation vers Djibouti des résidents étrangers au Yémen. Cette opération est menée en coopération par les marines soviétiques et britanniques qui ont déjà réussi à évacuer la plupart de leurs ressortissants. Quant aux Français qui nous intéressent le plus, bien entendu, ils ont été transférés du Britannia sur le navire atelier Jules Verne qui était au large d'Aden et arriveront cette nuit. Il a été dit que les opérations d'évacuation ont été suspendues en raison des combats qui ont repris. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, en ce qui concerne les Français, c'est inexact. Tous les Français qui devaient être évacués l'ont été. Reste à Aden même un certain nombre de fonctionnaires autour de l'ambassadeur et dans différents chantiers sur l'ensemble de la République démocratique et populaire du Yémen, une vingtaine d'autres Français. Les premiers témoins sont des plaisanciers français qui mouillaient dans le port d'Aden. Ils sont arrivés à Djibouti il y a 4 jours. Ils racontent maintenant ce qu'ils ont vécu. D'abord, il y a eu jusqu'à 2h30, on nous a laissé entendre que ça allait se finir à 3h. Il semblait que les gens pensaient, d'ailleurs des gens qui se trouvaient probablement du côté
des non-gouvernementaux, si vous voulez, sur le quai, nous disaient que ce serait réglé par négociation rapidement avant 3 heures. Vous croyez que c'était ça? En fait, c'est pas ça qui s'est passé du tout. À 2h30, brutalement, c'était la déflagration générale. Toujours le 13. Des chars sont venus, effectivement, toujours le 13. Des chars sont venus le long de la route qui suit le port, jusqu'au bout, où se trouve au bout probablement une station importante de la Navy yéménite, et ont tiré là-dedans. Mais au-delà des péripéties d'évacuation, les combats qui se déroulent à Aden ébranlent sérieusement le véritable pilier stratégique pour la présence soviétique que constitue le Yémen Sud à la porte de l'océan Indien et de la mer Rouge. En France, les indices économiques se suivent avec des fortunes diverses. Les prix, c'est bon, la hausse, ça se ralentit, le chômage, ça s'arrange tout doucement, même si la tendance demeure timide. Le commerce extérieur, en revanche, eh bien, ça n'est pas ça. Le chiffre de décembre vient tout juste d'être publié. C'est un trou de 3,4 milliards de francs et au total, l'année 85 aura marqué un large déficit avec un peu plus de 24 milliards de francs. Gérard Morin. 1985, en dessous de la ligne, les mois déficitaires, au-dessus, les mois excédentaires. Au total, pour la France, les achats de produits à l'étranger ont dépassé les ventes donc de 24 milliards de francs. Les ventes d'agroalimentaire ont pourtant été bonnes, mais le froid nous a fait acheter beaucoup d'énergie à un prix encore élevé. Et surtout, nos produits industriels ont connu une faiblesse dans le monde. Nous avons un problème de compétitivité. D'ailleurs, les grands contrats ont été moins nombreux que les années précédentes. Alors résultat, une année 85 que le gouvernement espérait un moment équilibré se termine avec un déficit assez élevé. Heureusement, le tourisme a marché très fort et la balance des paiements, commerce de produits industriels plus tourisme, cette balance sera équilibrée et même en léger excédent, ce qui protège le franc. 1986 sera donc marqué à nouveau par un débat sur les charges que supportent les entreprises et sur la modernisation de l'appareil industriel. Et puis bien sûr, un slogan dominera, gagner face aux autres. François Mitterrand, engagé dans la bataille électorale, il est apparu hier soir comme la locomotive de la majorité lors de son premier grand meeting en Seine-Maritime, c'est-à-dire sur le territoire du Premier ministre Laurent Fabius. C'était une réunion importante puisque M. Mitterrand n'en fera que 2 tout au long de la campagne qui commence. Hier soir, nous avons détaillé ici les premiers thèmes de son discours. Il faut se rappeler qu'il avait commencé à parler un peu après 20 h. À retenir, je vous le rappelle, 2 idées principales, préserver les acquis sociaux et reconduire une majorité de progrès. Mais le chef de l'État a également évoqué ce que sera son rôle en fonction des résultats du 16 mars. Selon le résultat, mon rôle pourrait varier. Mais selon les résultats, ma fonction, mes devoirs et mes droits seront les mêmes dans tous les cas. Oui, de nombreuses réactions après l'intervention de François Mitterrand. Elles proviennent essentiellement de l'opposition qui dénonce le rôle moteur du chef de l'État pour la campagne. Pour M. Le Canuet, par exemple, M. Mitterrand ne s'est pas comporté en président de la République, mais en leader du Parti socialiste. Jacques Chirac, qui lui n'évoquait pas les propos du chef de l'État, M. Chirac estime que les socialistes se sont plantés, c'est en tout cas son expression. Enfin, M. Léotard, pour le Parti républicain, considère que M. Mitterrand est devenu le chef des colleurs d'affiches du Parti socialiste. M. Mitterrand se fragilise lui-même en choisissant le camp du Parti socialiste. En s'engageant dans la campagne, il rend son avenir beaucoup plus fragile qu'il ne l'était. C'est-à-dire qu'il est lui-même un acteur de la campagne et à ce moment-là, il a choisi la casquette de colleur d'affiche du Parti socialiste. Qu'il ne vienne pas ensuite demander qu'on respecte sa fonction si lui-même ne l'a pas respectée pendant les 2 mois qui viennent. Et cette curieuse situation, qui est un petit peu masochiste pour lui, nous amène et nous amènera au lendemain de l'alternance à demander à M. Mitterrand de tirer les conséquences de la défaite qu'il aura lui-même reçue des Français. Et c'est le rôle de toute opposition dans un système démocratique. Nous le lui demanderons. Si M. Mitterrand s'engage dans la campagne, qu'il accepte d'être battu. S'il ne s'engage pas, il garde sa fonction et nous respectons sa fonction. Georges Marchais, de son côté, a une nouvelle fois dénoncé le rapprochement qu'il pense apercevoir entre le Parti socialiste et l'opposition. Il y voit les prémices de la cohabitation. Le secrétaire général du Parti communiste, qui, il faut le préciser là encore, ne réagissait pas directement aux propos de M. Mitterrand. M. Marchais. On savait déjà que leurs experts avaient eu du mal à trouver des propositions
original, tellement la politique du gouvernement socialiste ressemble à celle que préconise la droite. On en a la confirmation. Fabius l'avait reconnu lui-même. Nous avons fait le sale boulot de la droite, avait-il dit. Aujourd'hui, la droite l'approuve. C'est vrai, vous avez fait du bon boulot et maintenant, faisons-le ensemble. Pour en terminer avec ce chapitre politique, un sondage, il y en a décidément beaucoup cette semaine. Celui-ci a été commandé à l'IFOP par Le Point et par RTL. Il confirme la remontée de la gauche avec 44% des intentions de vote contre 53% à la droite. Mais surtout, il nous apprend que le Parti socialiste enregistre 30% de ses intentions de vote, soit une hausse de 3 points. Quant au code personnel, celle de François Mitterrand atteint le seuil des 50% d'opinion favorable, plus 7 points, alors que Laurent Fabius, le Premier ministre, en perd 4 avec 38%. C'est une affaire de semaine maintenant, sauf surprise politique de dernière minute, pour qu'émette la 5e chaîne. Le contrat de concession et le cahier des charges ont été signés hier par Georges Filiou. Problème réglé aussi avec TDF, Télédiffusion de France. Dans cette affaire, M. Filiou n'a pas suivi l'avis de la haute autorité, notamment pour ce qui concerne les quotas de production française et la publicité dans les films, pas plus d'ailleurs que pour les autres réserves émises par Michel Cotta et par ses collègues de la haute autorité. Le président américain Reagan a quitté l'hôpital après des examens approfondis qui devraient dire s'il avait encore des cellules cancéreuses après son opération de l'été dernier. La réponse officielle est non, malgré une nouvelle petite intervention hier soir. Le point de l'état de santé de M. Reagan avec notre correspondant à Washington, c'est Jacques Abouchard. Messieurs, tout va bien. Dans un geste qui lui est familier, pouce levé, le président Reagan tenait ainsi hier à rassurer les journalistes et l'opinion après 5 heures passées à l'hôpital de Bethesda dans la banlieue de Washington. Normalement, Ronald Reagan n'aurait dû subir qu'un examen du côlon, le premier depuis son opération d'une tumeur intestinale cancéreuse le 13 juillet dernier. En fait, les médecins ont décelé et procédé à l'ablation de 3 polypes intestinaux qui seront analysés en laboratoire. Les chirurgiens ont également prélevé une excroissance qualifiée de minuscule sur le côté droit de la face du président. M. Reagan avait été opéré à 2 reprises en juillet et août 85 pour des cellules cancéreuses sur le nez. Contrastant avec le battage de l'été dernier, un certain mutisme est observé aujourd'hui. Madame Reagan avait été choquée par la publicité et les détails qui avaient suivi la première opération, et c'est elle qui aurait insisté pour qu'un minimum de discrétion soit observé sur la santé de son mari, d'ailleurs jugée excellente par les médecins. 3 membres de l'ambassade d'Espagne enlevés près de l'aéroport de Beyrouth, c'est-à-dire au Liban. Un enlèvement qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher d'une autre information, l'établissement de relations diplomatiques hier entre l'Espagne précisément et Israël. Avec ces images, nous sommes donc au Liban devant l'ambassade d'Espagne. Les mesures de sécurité ont d'ailleurs été accrues dans les aéroports espagnols et notamment pour les arrivées et pour les départs des vols de la compagnie israélienne El Al. C'est tout à l'heure que l'on doit connaître le verdict dans le procès de Roger Nobelspies et de ses compagnons accusés de hold-up. Un drôle de procès où les contradictions l'ont disputé aux imprécisions et parfois même aux coups de théâtre, comme par exemple ce téléx envoyé par un détenu des Baumettes qui s'accusait des méfaits reprochés à Nobelspies. Hier, l'avocat général a réclamé 12 ans de réclusion pour Roger Nobelspies. Aujourd'hui, c'était au tour de la défense de faire valoir ses arguments. Pour l'instant, les jurés délibèrent et je pense que le verdict sera connu dans la soirée ou dans la nuit, peut-être même pour notre dernier journal. Le retour de la navette américaine Columbia, il était un peu moins de 14 heures lorsque le cargo de l'espace s'est posé sur la base aérienne d'Edwards, en Californie. C'est un petit contretemps puisque Columbia aurait normalement dû atterrir à Cap Canaveral. On avait même repoussé de 2 jours le retour des astronautes, mais le temps ne s'est pas levé. Et ils sont donc revenus à la base aérienne d'Edwards, ce qui est quand même un incident très mineur. Moins réussi en revanche l'atterrissage d'un Boeing 727 de la compagnie américaine Eastern Airlines. Il s'apprêtait à se poser sur l'aéroport de Dulles à Washington, mais pas moyen de sortir le train. L'appareil s'est donc posé sur le ventre, vous le voyez. Il y avait 137 passagers à bord. Eh bien, il n'y a pas le moindre bobo. L'avion a tout simplement glissé sur environ 300 mètres avant de s'immobiliser.
Loin des sables du Paris-Dakar, les amis de Thierry Sabine et de Daniel Balavoine leur rendaient aujourd'hui un dernier hommage. Intimité et émotion à Épernon pour Thierry Sabine, émotion et tristesse à Nanterre pour Daniel Balavoine. C'est ici que Thierry Sabine habitait. Épernon, un petit village de l'Eure-et-Loire qui a rendu ce matin un dernier hommage au créateur du Paris-Dakar. Des obsèques célébrées dans l'intimité, quelques amis, des parents et la compagne de Thierry, Suzanne. À Suresnes, plus de 6000 personnes sont venues se recueillir un instant devant le cercueil de Daniel Balavoine. L'émotion des amis, des admirateurs de tous âges, souvent venus en famille. Ils ont parfois attendu près de 2 heures avant de pouvoir s'incliner devant le cercueil. C'était pas seulement un chanteur, c'était un homme gentil. Il a fait beaucoup de choses et c'est tout ce que je peux dire. On retrouvait tout en lui, que ce soit dans la chanson ou dans les paroles. Quand on l'interviewait, bon, ben, c'était un tout. C'était un tout. J'aimais bien ses poings serrés. En fin de compte, il faisait œuvre utile, alors je comprends pas. La chapelle ardente restera ouverte jusqu'à demain soir. Daniel Balavoine sera inhumé lundi à Biarritz. Thierry Sabine sera incinéré, ses cendres dispersées au-dessus du désert du Ténéré, cette mer de sable qui le fascinait. Oui, et le père de Thierry Sabine sera à Dakar le 22 janvier pour l'arrivée du rallye. Il veut ainsi marquer son amitié pour tous ceux qui ont entouré et aidé Thierry Sabine dans la réalisation de cette compétition. Le rallye qui donc se poursuit malgré tout, malgré l'épuisement, malgré la tristesse et malgré les difficultés du parcours. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Louis Calmejane et Patrick Chêne. Révision pour l'étape Caille-Titicha. Modifier un parcours, raccourcir des étapes sur le Paris-Dakar, ce n'est pas chose facile. Il faut informer toute l'organisation, voitures de contrôle, de chronométrage et de médecins répartis en tiroirs sur les 3 étapes à venir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur le terrain, la course reprend petit à petit. Une fois partis, les concurrents ne pensent plus qu'à la course, du moins pour ceux qui ont encore des chances au classement général. Passage de gué et aussi au programme passage de frontière entre la Guinée et le Mali. Mauvaise journée pour Gaston Rayet. C'est dommage, aujourd'hui c'était vraiment une journée avec de la poisse. J'ai commencé après 20 km, j'ai crevé une fois, puis j'ai crevé une deuxième fois après 30 km. Et puis là maintenant ici, ça fait 1 km, là la boîte de vitesse s'est cassée. Le moral des concurrents est loin d'être au beau fixe. Tout le monde est pressé d'arriver à Dakar. Demain, étape raccourcie dans le désert mauritanien. La société Antenne 2, consciente que certaines images de ce reportage comportent un aspect de publicité en faveur du tabac interdit par la loi, affirme n'avoir été guidée que par le seul souci de donner d'un événement d'actualité une information directe et spontanée. Exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 1986. Oui, puis un mot du classement quand même de cette dernière étape. Catégorie voiture, René Metsch est en tête, suivi de l'équipage X et Brasseur. Un autre rallye que l'on souhaite moins périlleux, le rallye de Monte-Carlo, c'est la première manche du championnat du monde des rallyes. Le départ s'est fait ce matin dans la tradition, c'est-à-dire à Paris. Cette année encore, la voiture à battre, eh bien, c'est la Peugeot 205. Dominique Leglou. Ouvert, le Monte-Carlo 86, 3 écuries pour une victoire, Peugeot et sa 205 Turbo 16 Evolution 2, Lancia et sa nouvelle Delta S4, Austin et sa petite bombe la Métro 6R4. Verdict vendredi prochain 8h30 à Monte-Carlo. Avantage cependant à Peugeot qui a dans ses rangs Timo Salonen, le champion du monde des conducteurs. Vainqueur de 5 rallyes la saison dernière, avec une année d'expérience en plus, ces 450 chevaux devraient être encore plus efficaces. Salonen motivé par la concurrence d'un autre Finlandais. Juha Kankkunen, la nouvelle recrue Peugeot, vainqueur de 2 rallyes du championnat du monde, mais sur Toyota. Jean Todt a sans doute fait, comme à son habitude, une bonne affaire en le recrutant. Dans l'ombre, mais connaissant parfaitement le terrain, Bruno Savi. Enfin, pour Peugeot, le joker, et quel joker, Michel Mouton, dont tout le monde espère le grand retour après 2 ans, sans résultat. En 85, Peugeot a tout raflé. Champion du monde des constructeurs, des pilotes, et 7 victoires en rallye du championnat du monde. Solacro, le RAC, dernier rallye 85, où pour la première fois, la 205 a cassé. Accident qui a fait le bonheur des Lancia et de la nouvelle Delta S4, victorieuse en doublé dès sa première sortie.
Seulement le Monte-Carlo, c'est plus difficile. Elle risque de faire quelques erreurs de jeunesse. Même si Marcou Allen est un pilote chevronné, fidèle à Lancia depuis 11 ans. Toivonen et Biatzion épauleront Marcou Allen sur cette nouvelle turbo 4 roues motrices. Tout nouveau aussi, la Metro, 3e au rack. 4 roues motrices mais sans turbo, avec 2 pilotes britanniques, Pond et Wilson, pour qui le Monte-Carlo est une nouveauté pleine de pièges. Ce n'est pas le cas de la Sport Quattro de Walter Röhrl, qu'il ne faudrait pas oublier. Enfin, le mystère le plus total avec la Citroën BX4x4, nouveauté complète. Tous les essais n'ont pu être assurés à temps. Seule certitude pour l'instant, elle est bien partie ce matin de Paris et bien entourée. Oui, et puis je m'aperçois que j'ai été tout à fait chauvin tout à l'heure en vous parlant du tournoi des 5 nations. J'ai parlé de la France et de l'Écosse seulement, c'est un grand match, mais aujourd'hui il y avait aussi Angleterre-Galles. Et bien voici le résultat, Angleterre bat Galles 21-18. C'est donc l'Angleterre aujourd'hui qui a battu le Pays de Galles. Le festival d'Avoriaz, c'est fini, c'était la 14e édition, il y aura donc un 14e lauréat, il y a un 14e lauréat décidément. Cela dit, ce n'est pas un nouveau venu, mais un vétéran déjà récompensé à Avoriaz, c'est tout simplement Alan J. Pakula qui vient d'être récompensé pour Dream Lover. Le prix du jury est allé à Link, le prix de la critique couronne House, et enfin le prix Antenne 2, et c'est le plus important, l'Antenne d'Or, a été attribué à Enemy Mine. Alors beaucoup de titres en anglais qui vont maintenant être décodés par France Roche, entourés de 2 belles dames qui ont un goût redoutable pour l'horreur. Le reportage donc de France Roche et de Christian Hiroux. Les tempêtes succédant aux chutes de neige, les festivaliers d'Avoriaz ont dû laisser le décor aux monstres de la montagne. Ils se sont rattrapés sur les feux de bois et les fondus. Richard Lester, président du jury, Raph Wallon, Michel Sardou, Gérard Jugnot, Marie Laforêt, Robert Charlebois et Claudia Cardinal ont eu très peur. Quand j'ai peur, ben c'est comme ça. Reed Burney, vedette de Mort sur le grill, c'est comme ça. Pour Elizabeth Sue, héroïne de Link, prix du jury, c'est comme ça. Elle joue une jeune fille qui lutte seule contre 2 singes meurtriers, victoire de la belle contre les bêtes. Les films qui font peur, par exemple, je prends un exemple, E.T., ça fait pas tellement peur, finalement, on s'attache énormément à ces petits monstres, à ces petits robots, et ils deviennent presque plus humains que les acteurs. Et ils deviennent les plus importants. Comme E.T., on s'attache à lui, on pleure avec lui, et on est contre les autres, les hommes. Vous êtes la seule comédienne française qui ait fait le seul film de science-fiction. Mais oui, apparemment. Oui, apparemment. Il a même eu un petit prix ici, je crois. Il avait été récompensé, ce démon dans l'île. Mais depuis, est-ce que vous pouvez toucher à un mixeur sans avoir peur qu'il vous explose à la figure? Oui, franchement, parce que... C'est pas gai, c'est une information, une dépêche de l'AFP qui m'annonce qu'une caravelle s'est écrasée au sol. Ça se passe au Guatemala. C'est une caravelle de la compagnie guatémaltèque Aerovias qui s'est écrasée ce matin dans le nord du Guatemala avec 90 personnes à bord. Apparemment, il n'y aurait pas de survivants, mais pas d'autres détails. Vous en saurez sans doute plus avec le dernier journal aux environs de 22h25. Et puis n'oubliez pas, juste après, en direct de New York, les demi-finales du tournoi des Masters. Et puis, n'oubliez surtout pas, après la réclame, dans quelques instants, Champs-Élysées, Michel Drucker, c'est sur Antenne 2, attachez vos ceintures. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée en notre compagnie.